À l'ordre, s'il vous plaît, la Commission des relations avec les citoyens reprend ses travaux. Donc, nous recevons pour les 45 prochaines minutes les porte-paroles de l'Association canadienne des professionnels en immigration qui sont représentés par M. Dory Jade, qui en est le directeur général, M. Timothy Morrison, consultant réglementé en immigration et en citoyenneté, ainsi que conseiller en ressources humaines agréé, et finalement, M. Jean-Louis Gagnon, expert conseil en immigration. Donc, messieurs, bienvenue à la commission. Donc, vous allez avoir 10 minutes pour parler essentiellement de vos recommandations, des grandes lignes de votre mémoire. Et par la suite, à tour de rôle, nous aurons une discussion avec les parlementaires. Alors, vous avez 10 minutes à compter de maintenant. Alors, la parole est à vous. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, les membres du comité. Mon nom, c'est Dory Jade. Merci de m'avoir présenté. J'ai avec moi Monsieur Louis-René Gagnon, qui est expert technique en immigration pour l'ACPI, et Monsieur Timothy Morrison, qui est lui-même un consultant en immigration et membre du Registre du Québec. Peut-être vous l'avez remarqué, pour des raisons de déficience visuelle, Monsieur Morton lira l'allocution à ma place. Merci. Bonjour, merci. L'ACPI est l'Association professionnelle pan-canadienne des consultants en immigration qui les représente et leur fournit des services d'information et de perfectionnement. L'ACPI agit distinctement, mais de concert avec le Collège des consultants en immigration et citoyenneté, qui est l'organisme de réglementation et de discipline. Comme vous avez été en mesure de prendre connaissance dans notre mémoire, vous savez déjà notre prise de position sur l'orientation concernant les niveaux d'admission 2026-2029 est de n'appuyer aucun des 3 scénarios soumis à la consultation tel que présenté par le cahier de consultation, mais bien plutôt à celui analysé par le gouvernement, mais non soumis. Vous trouverez nos arguments dans le mémoire. Pour ce qui est de l'immigration temporaire, nous croyons que le marché du travail peut se réguler de lui-même si on applique correctement les balises actuelles concernant la priorité accordée aux travailleurs québécois et les exigences d'équité salariale. Nous voulons profiter de nos quelques minutes restantes avant vos questions pour réitérer le souhait de l'ACPI que nos politiques d'immigration fassent preuve davantage de stabilité, de prévisibilité et surtout d'équité envers une clientèle qui n'a pas souvent voix au chapitre dans nos débats. Le Québec doit avoir une politique des flux migratoires qui évite les écarts trop brusques d'un sens comme dans l'autre. Quelle que soit la direction que le gouvernement veut donner au volume d'immigration, une courbe ascendante ou descendante, cette courbe se doit d'être en pente douce. Le processus migratoire se réalise sur un temps long et ce tant pour les individus que pour les entreprises. Pour être en mesure de planifier correctement un parcours de vie ou une stratégie de ressources humaines, il ne faut pas être confronté constamment à des changements régulatoires. Les impacts de la très forte imprévisibilité réglementaire constituent des enjeux majeurs qui nécessitent une réponse politique structurée et harmonisée entre les différents paliers décisionnels. Les nombreuses péripéties du PEC depuis 2016 en sont le meilleur exemple. De plus, une évaluation signifiante des politiques publiques ne peut se faire dans un contexte de changement continuel. Nous reconnaissons qu'immigrer n'est pas un droit, mais un privilège et qu'il incombe à la personne qui le demande de démontrer qu'il répond aux exigences de l'État pour ce faire. Appuyer et soutenir nos clients dans ce processus de conformité à ces exigences est la raison d'être du travail de nos membres. Cependant, une fois fixées, l'administration a le devoir de les appliquer avec respect
suivant des règles simples, souples, avec célérité et sans formalisme. Finalement, à l'instar de nombreux autres intervenants, nous dénonçons avec vigueur la récente décision de stopper le traitement des demandes d'engagement dans le cadre de la réunification familiale des conjoints et enfants mineurs. Le MIFI plafonne le traitement de ces demandes avec l'intention de bloquer le processus qui relève presque entièrement du gouvernement fédéral. Rappelons que cette situation hautement inéquitable ne touche pas uniquement des personnes issues de l'immigration, mais n'importe quel Québécois ou Québécoise qui a choisi de partager sa vie avec un ressortissant étranger. Nous vous remercions de votre attention. Vous avez terminé? Oui. Parfait. D'accord. Alors, on va commencer d'ores et déjà les discussions avec les parlementaires. Alors, Monsieur le ministre et votre banquette, vous avez 16 minutes 30 secondes. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Je vois que vous insistez, comme beaucoup d'autres, sur le désir d'avoir de la stabilité, de la prévisibilité dans les règles pour l'immigration. C'est en grande partie notre intention et pourquoi on veut se doter d'une politique sur plusieurs années, une planification pluriannuelle sur plusieurs années. On souhaite le faire sur 4 ans, puis le faire dans les prochaines semaines, très bientôt. Je vois que vous avez souligné le fait que pour la première fois, l'immigration à la fois permanente et temporaire est abordée cette fois. Je pense que c'est important aussi, avec l'augmentation des volumes d'immigration temporaire, tant les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers temporaires, mais aussi les statuts qui relèvent d'Ottawa, demandeurs d'asile et programmes PMI. Je pense que c'est incontournable d'aller dans cette direction-là. Ma question va porter sur la langue française. Vous avez 2 éléments dans votre mémoire où vous demandez d'une certaine manière de réduire les exigences en matière de langue française. J'aimerais comprendre pourquoi, quels sont les impacts. Page 6 de votre mémoire, vous dites que l'introduction d'une nouvelle exigence de connaissance dans le règlement de l'immigration au Québec, l'introduction d'une exigence du français niveau 4 à l'oral pour les travailleurs étrangers temporaires, vous dites que c'est une mesure trop radicale. C'est le mot que vous utilisez. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Oui, je vais donner la réponse à lui, René, parce que c'est trop technique. Mais nous, on pense que les gens qui vont en territoire à l'extérieur de la grande région de Montréal pourraient avoir beaucoup plus accès au français et avec le temps, ils vont apprendre mieux. Mais pour le point que vous avez mentionné, on peut aussi discuter ça plus laborieusement. Le raisonnement qui soutient notre proposition, c'est que les travailleurs étrangers ont beaucoup de difficultés à dégager du temps et de l'énergie pour des cours de français. Donc, niveau 4, dans toutes les circonstances, ça nous apparaît trop radical. Surtout dans un contexte où l'accès à la francisation n'est pas évidente. On a vu beaucoup récemment des problèmes. C'est une nouvelle introduction. Il n'y avait jamais d'exigence de français. On a donné des CAQ pendant des années et des années sans exiger de connaissance de français. Maintenant, on introduit cette exigence-là à niveau 4 dans des milieux de travail et dans des circonstances qui font en sorte que ça peut être un niveau qui est très exigeant pour des travailleurs qui sont dans des domaines, des travailleurs spécialisés et qui ne sont pas tous aussi dans des régions où le français est absolument majoritaire. Donc, on pense que c'est peut-être une mesure qui est possible, mais il faudrait l'introduire de façon progressiste, par étapes. C'est pour ça qu'on a utilisé l'adjectif radical. Ça ne veut pas dire que éventuellement, ce ne serait pas une bonne idée. Et surtout, si on l'applique assez rapidement,
au renouvellement de permis de travail. On ne donne pas les choses. Ou il faudrait au moins s'assurer, en contrepartie, et ça, c'est tout un programme, que les employeurs aient l'obligation de trouver un moment où de permettre à leurs employés d'apprendre le français sur les lieux de travail ou pendant le travail. Et écoutez, ça reflète, à la base aussi, ça reflète ce que nos membres nous ont dit qu'en étant avec leurs clients, parce que nos membres sont souvent en contact avec les employeurs, que les employeurs leur ont dit aussi, niveau 4, là, il va falloir que ça va être compliqué. Alors, c'est la raison de notre proposition. Vous êtes l'Association canadienne des conseillers professionnels à l'immigration. Vos clients sont les candidats à l'immigration ou sont les entreprises? Les deux. OK. Puis vos clients, bien, c'est sûr qu'il y a mieux quand il y a moins de contraintes. Mais moi, si je m'en allais travailler pendant plus de 3 ans en Angleterre, en leur disant, moi, ça ne me tente pas d'apprendre l'anglais, même pour un niveau minimal, ou en Allemagne en disant, moi, ça ne me tente pas d'apprendre l'allemand, même pour un niveau minimal, à partir de 3, 4, 5 ans de résidence à temps plein, pas certain qu'ils me diraient que j'ai le droit d'arriver et d'imposer ma langue française en Angleterre ou en Allemagne. À un moment donné, je pense que c'est une question de respect de soi. Puis vous dites, avant, on ne le faisait pas. C'est vrai. Mais de 1901 à 2001, grosso modo, les indicateurs de la langue française ont été plutôt stables. Il y a eu quelques niveaux de hausse, de baisse, mais de manière générale, là, 1901-2001, langue maternelle, langue parlée à la maison, langue de consommation culturelle, langue de travail, langue de consommation dans les commerces. Grosso modo, les indices de vitalité de la langue ont été stables sur un siècle. De 2001 à 2021, tous ces indicateurs ont décliné. Langue maternelle, langue parlée à la maison, langue de consommation culturelle, langue de consommation lorsqu'on magasine, langue de travail. Alors, vous comprenez qu'on ne peut pas faire pour les 20 prochaines années ce qu'on a fait dans les 20 dernières années. Parce que ça ne marche plus. Alors, comme on dit, la chaîne a débarqué. Donc, il faut qu'on arrive avec des exigences différentes, d'autant plus qu'on n'a jamais eu autant de travailleurs étrangers temporaires sur le territoire que maintenant. Qu'il faut s'adapter au contexte qui change. Le commissaire à la langue française, lui, il nous dit, sa recommandation, c'est que ça devrait même être à l'embauche. Niveau 3, dès l'arrivée. Niveau 7, si on veut rester sur le territoire québécois. On considère que d'un point de vue économique, avoir un niveau 3 à l'entrée, tout de suite, comme ça, serait optimal d'un point de vue linguistique, mais d'un point de vue économique, ça serait très difficile. Le bassin de recrutement n'est pas là. On se dit, on peut en faire venir qui ne parlent pas la langue française, puis on va, avec Francisation Québec, déployer une offre de service comme on ne l'a jamais fait. L'an passé, on a francisé 90 000 personnes. Paradoxalement, l'an passé, c'est le moment où la francisation a eu vraiment mauvaise presse. Des articles, des éditoriaux, des dénonciations, des syndicats qui sortent, des déchirages de chemise, tout ce que vous voulez. On n'avait jamais autant investi, on n'avait jamais autant francisé. Quand on est arrivé au gouvernement, on francisait à peu près 27 000 personnes par année. L'an passé, 90 000. Donc, je pense que notre capacité à franciser, elle est là. Je reconnais avec vous que pour les entreprises, c'est un défi. Pour les employés, c'est un défi. Mais pour la nation québécoise, c'est une nécessité. C'est comme ça que je le verrais. Mais vous parlez aussi de langue française pour le PSTQ. Donc là, on est dans la résidence permanente. Vous proposez de retirer ou réduire l'exigence de connaissance du français pour le programme de sélection des travailleurs qualifiés pour les personnes hors Montréal. Pouvez-vous m'expliquer celle-là? Là? Donc là, on n'est plus dans les temporaires, on est dans les permanents. Celle-là, je vais vous mentionner qu'auparavant, vous avez baissé présentement le nombre de points sur les gens qui étaient à l'extérieur de l'île de Montréal.
les gens qui sont à l'extérieur de l'île de Montréal fonctionnent à quasiment 100% en français. Donc, à leur entrée au Canada, ou, au Québec, ils communiquent, ils fonctionnent, ils étudient et où ils travaillent en français. Et s'ils sont dans un cadre, un environnement francophone, donc leur potentiel d'apprentissage est très élevé. Et dans le programme, si je ne me trompe pas, du gouvernement, c'est d'augmenter ou de régionaliser l'immigration. Donc, en leur retirant les points qui étaient déjà alloués auparavant, vous faites en sorte que ces gens-là n'auront pas un accès aux régions privilégiées. C'est ça qu'on voulait emmener. Mais ce qu'on veut privilégier, ce qu'on met au jeu dans la planification, c'est de sélectionner davantage des gens qui sont sur le territoire québécois, qui passent d'un statut de temporaire à permanent, puis on donne davantage de points pour les gens qui sont en région, mais on dit qu'ils doivent parler français. Puis on se dit, en sortant de Montréal et Laval, ils ont plus de chances d'interagir en français, quoique il y a des communautés anglophones, notamment dans les cantons de l'Est, dans d'autres régions, à Gatineau et autour, là, près d'Ottawa. Laissez-moi vous dire que la proximité de l'Ontario amène quand même des communautés anglophones. Et c'est des communautés historiques anglophones qui sont là, des fois, depuis des centaines d'années. On ne remet pas en question là, leurs institutions, puis leur droit d'utiliser la langue anglaise, mais on se dit juste que c'est pas parce qu'on sort de Montréal et à Laval que, par magie, on travaille en français là, dès le jour 1. Une chose qui nous a beaucoup surpris très récemment, c'est que vous faites beaucoup la promotion du PSTQ, certes, mais pour se prévaloir du PSTQ, encore faut-il être invité à partir du bassin d'Arima. Le 5 juillet dernier, on a modifié le pointage qui permet d'être, avec d'autres critères que vous pouvez décider de temps à autre, vous avez modifié le pointage. Auparavant, quand on avait une offre d'emploi validée en région, on avait droit à 380 points, ce qui aidait beaucoup. Ça a été réduit à 50 points, ce qui a diminué beaucoup l'attractivité pour les employeurs de faire une demande d'offre d'emploi validée pour appuyer éventuellement, surtout des travailleurs temporaires qui sont à leur emploi, qui veulent devenir permanents. Cette mesure-là nous apparaît... on a beaucoup de difficultés à comprendre le rationnel de ça. C'est parce que l'invitation, c'est la première fois qu'on lançait le PSTQ, on l'a préparé. Ces invitations à quelques centaines de personnes seulement, puisque les chiffres pour 2025 étaient pratiquement atteints, là. Parce qu'on avait eu une grande vague migratoire en 2024. Donc, on est dans des petits nombres, mais on va arriver bientôt en 2026, 2027, on va être dans des grands nombres avec le PSTQ. C'est que c'était une condition d'invitation. C'est que si on n'était pas, avec l'invitation qu'on a fait cet été, si on n'était pas hors CMM, on pouvait tout simplement pas être invité. Donc, c'était pas une question de points, c'est ce qu'on appelle le critère discriminant. Donc, c'était assez clair que ça donnait des points, puisque ceux qui n'étaient pas hors CMM n'étaient tout simplement pas invités dans le bassin. Donc, on ne peut pas avoir plus de points que ça. Le critère permettait, oui ou non, d'y être. Le nombre de points n'a pas impacté le nombre de personnes qui ont été recrutées dans les régions? Bien, on a invité seulement quelques centaines de personnes pour leur donner le CSQ, puisque nos cibles de 2025 étaient atteintes, puis on commence l'année, là. Ce qu'on fait déjà maintenant, c'est pour l'année 2026. Mais ce que je veux dire, c'est que nous n'avons sélectionné, PSTQ, le S, c'est sélectionné, nous n'avons sélectionné que des gens hors CMM pour cette ronde-là. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'il n'y avait pas suffisamment de points. Il n'y avait que ces gens-là qui ont été invités à ce moment-là. Mais pour l'avenir, vous allez garder le fait d'avoir réduit la capacité de se faire inviter dans un des 4 volets du PSTQ
aux gens qui font une demande à partir avec l'appui d'une offre validée régionale de 320 points, 310 points. Là, je vous ai parlé de ce qu'on a fait cet été. On est en planification. On écoute vos suggestions, vos propositions pour les rondes à venir. Il y aura différentes rondes. On a le volet 1, 2, 3 et 4. Chaque volet répond à, je vous dirais, des besoins différents et on peut utiliser le critère hors CMM ou à l'intérieur de la CMM. On peut l'activer ou le désactiver. Et d'une ronde à l'autre, on peut faire une ronde exclusive. Par exemple, on veut des diplômés du Québec. On veut des gens qui appartiennent à des ordres professionnels, par exemple des psychologues, des infirmières, etc. On veut des travailleurs étrangers en région pour les faire passer de temporaire à permanent. Donc, on peut faire des rondes, puis dire la ronde, par exemple, du mois de janvier se concentre sur telle clientèle. La ronde du mois de mars se concentre sur telle clientèle. Le pointage reste le même dans les 4 volets. Bien, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous nous suggérez? Et c'est là que je vous retourne la question, puisqu'on est en consultation. J'aimerais entendre votre proposition. Moi, ce que j'entends, c'est plus ou moins le modèle du fédéral avec l'entrée express. Est-ce qu'il y a une différence entre le PSTQ et le programme Entrée express du fédéral? Parce que c'est exactement ce que je comprends. Le pointage, c'est une chose, mais c'est pas juste le pointage qui va décider qui sera invité. Vous allez avoir des priorités qui sont établies par vous en tant que ministre pour viser certaines priorités économiques, régionales, comme vous voulez, comme le programme Entrée express. Est-ce que c'est bien ça? En 30 secondes, ce n'est pas à l'identique. Il y a des points de comparaison entre le programme fédéral et le nouveau programme québécois, qui est beaucoup plus agile que ce que nous avions avant, qui est moins automatique. Avant, par exemple, avec le PEC diplômé, peu importe où on diplômait, peu importe la langue de notre diplôme, peu importe si c'était un secteur en demande ou pas, peu importe si on répondait à une offre d'emploi ou pas, c'était un peu automatique le CSQ. Là, on va être capable de mettre des critères de pertinence, de région, d'appariement entre les besoins de main-d'œuvre et les besoins très importants de régionalisation. Je pense beaucoup aux diplômés du Québec, mais pas seulement. Je pense beaucoup aux travailleurs étrangers du Québec en région, mais pas seulement. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Alors, on poursuit la discussion avec le député d'Acadie. Juste avant, vous allez me permettre de saluer la présence d'un groupe d'étudiants et d'étudiantes de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires qui sont avec nous. Alors, s'il vous plaît, on continue notre sérieux. La parole est à vous, 12 minutes 23 secondes. Merci, Madame la Présidente, et bienvenue à vous de la chaire de recherche. Vous voyez la démocratie en pleine action. Alors, heureux de vous accueillir. Maintenant revenons à l'Association canadienne des professionnels en immigration. Monsieur Jade, Morrison et Gagnon, merci d'être là. Écoutez, là, j'avoue que je suis un peu sceptique. Et Madame la Présidente, je ne veux pas manquer de respect à Monsieur le ministre, mais peut-être que je comprends mal quelque chose, mais je vais tenter ceci. Si j'ai bien compris, Monsieur le ministre, puis si j'ai mal compris, il va pouvoir me corriger, on a un nouveau programme qui est le PSTQ, qui vient d'être lancé il n'y a pas longtemps. Ça ne fait pas des années que ça existe. On s'entend? Ça fait pas 5-6 ans là, que c'est en place. Bon. Il a été lancé, entre autres, parce que là, le PEC est suspendu. Donc, ça pourrait être un remplacement. Mais là, M. le ministre nous dit, maintenant, on est en consultation. Moi, ce que je reçois, puis je comprends peut-être mal, mais là, je suis en consultation pour voir si mon programme marche. Mais je l'ai déjà lancé. Mais j'ai suspendu le PEC. Fait que, comment vous faites pour vous y retrouver? Parce que là, moi, je commence à être un peu perdu. Je vais vous dire honnêtement, là, c'est pas clair. Puis j'imagine vos clients, puis là, vous devez les conseiller. Comment vous faites? Juste une seconde, Monsieur le ministre. Je poserai une question à Une seconde.
vous aviez ouvert la porte. Est-ce que vous la gardez ouverte? On va la garder ouverte. Allez-y. On va la garder ouverte. Je vous remercie. Je vous en prie. Je vous remercie pour votre collégialité. Je vais faire ça vous en en 10 prie. secondes. Nous sommes en période de consultation, pas pour savoir si le programme marche, mais pour avoir l'opinion des experts qui viennent ici, pour avoir leur appréciation et leurs suggestions pour que tout fonctionne mieux, l'ensemble des recommandations. Et je vous remercie de votre courtoisie de nous avoir permis de répondre. Je vous en prie. Vous pouvez poursuivre. Merci. Alors, OK, merci. Donc, en premier, j'espère que vous n'avez pas pris de notre temps de réponse, mais... Oui, je sais. OK, donc, on va faire ça, histoire courte, mais je vais prendre ça à niveau. En premier, ça crée une base de non-stabilité, pour ne pas utiliser le mot instabilité, énorme. Une personne, c'est pas un numéro. Quand elle est conseillée ou elle consulte avec nos membres, c'est parce qu'elle a besoin d'une réponse claire. Et si les chiffres qui sont reliés au pointage changent, ainsi que les appels aussi fréquemment, ça n'aide pas la stabilité du système. Je vais prendre ça à un autre levier un peu plus loin. Nous avons mis l'emphase dans notre mémoire sur la stabilité à long terme et sur le succès du Québec en immigration. Et pour ça, si on fait des pas instables, si vous me permettez le mot, à court terme, on n'arrivera jamais à un plan à long terme qui va être stable pour cette province. Ça ne marche pas. Il faut continuer à être stable continuellement avec un but qui dépasse, à notre avis personnel, les mandats gouvernementaux qui se succèdent. D'où, si je peux me fier à M. le ministre qui a dit, depuis 20 quelques années, les tendances changent. Les tendances changent, pas parce que les gens ont changé, mais parce que les programmes et la façon de gérer l'immigration étaient toujours faites avec respect à tout le monde, à court terme. Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, l'immigration. C'est pour une nation qui est en train de se produire, qui est en train d'avoir des fonds de croissance et de stabilité. je vous remercie. Vous parlez de stabilité. Moi, je peux même ajouter la prévisibilité. Bon, là, il y a le PSTQ, mais avant, il y avait le PEC. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas avec le PEC? Qu'est-ce qui n'était pas bon avec le PEC? Parce qu'on l'a changé, le gouvernement l'a changé. À notre avis personnel, c'était un des meilleurs programmes que la province avait eu depuis les derniers, peut-être, 30 ans. Okay. C'était le meilleur, si je peux utiliser le terme, qui permettait de convertir une personne le plus probable d'être intégrée dans sa société en un laps de temps considérablement énorme vis-à-vis de tous les autres programmes qui existaient. Donc, à notre avis, c'était un des meilleurs programmes qui existaient. Si je peux me permettre, à la base, le PEC a été introduit suite à l'étude de feu Jean Renaud de l'Université de Montréal, dont une étude longitudinale sur les facteurs d'intégration à long terme des immigrants qui avait été financée par le ministère et qui démontrait qu'effectivement, les gens qui avaient un diplôme avaient un parcours d'intégration beaucoup plus rapide et ceux qui avaient une expérience de travail, un parcours aussi beaucoup plus rapide. Alors, le ministère, les gens se sont mis ensemble, on se dit, effectivement, en regardant les conclusions de l'étude Renaud, quelle serait la clientèle qui aurait les caractéristiques d'intégration les plus rapides au marché du travail, c'est-à-dire qui allait rattraper le plus rapidement les natifs, c'est les diplômés, c'est les gens qui ont l'expérience de travail. Alors, c'est de là qu'est venue l'idée de créer un programme qui ne serait pas basé sur une grille de sélection, mais basé sur la correspondance à certains facteurs. Et effectivement, on a constaté plus tard que les études sur la vitesse d'intégration s'est beaucoup améliorée
entre autres parce que le flux migratoire au Québec a changé avec le PEC avec des gens davantage préparés pour le marché du travail québécois. Je peux juste ajouter oui, un petit brièvement, point. parce que j'ai une autre question pour vous. C'est tout simplement pour dire le coût d'administration du PEC comparé au PSTQ, je pense qu'il faudrait regarder ça de plus près parce que PSTQ, étant plus compliqué, va coûter beaucoup plus cher que la gestion du PEC. C'est plus lourd administrativement Oui, parlant. oui. Donc, il y a une lourdeur qu'on a ajoutée. OK, parfait. Maintenant, regroupement familial. Je voudrais vous entendre là-dessus. Ça, c'est un dossier que je porte qui m'habite. Les délais sont excessivement longs au Québec, beaucoup plus longs que dans le reste du Canada. Il y a à peu près 10 000, 10 500 dossiers quota que le Québec envoie à Ottawa qui est traite, mais il y en a je ne sais pas combien de milliers en attente. Quand on regarde les scénarios 2A, B, C, notamment le scénario 2A, le regroupement familial, là, ça passerait de 10 400 environ à 5 800. Si c'est le scénario qui est retenu, quel va être l'impact? Combien d'années on va avoir à attendre pour réunir des familles? Est-ce que c'est souhaitable? Je vais juste commencer, mais aussi je veux demander à mes collègues d'intervenir une fois. Ce qu'on trouve vraiment, qu'on questionne vraiment, c'est que comment se fait-il que le regroupement familial peut avoir un plafond? Je vais vous donner juste un exemple peut-être simple. Une personne qui vit au Québec, qui décide de se marier, puis ou de faire une relation quelconque aussi conjugale, merci. Vous vous demandez, est-ce que moi j'ai une obligation comme Québécois de dire à mes sentiments ou à mes décisions personnelles, attendez-nous 10 ans ou 5 ans ou 8 ans parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a décidé de mettre une barrière pour notre relation? Ce n'est pas logique. On peut mettre des barrières sur des choses économiques. On peut essayer de contrôler, alors que nous, on est pour donner à l'immigration sa place sur le marché, sans intervention du gouvernement dans le côté économique, mais dans le côté familial, encore pire. Il faut juste ne pas demander au gouvernement fédéral d'arrêter de traiter les demandes. Donc, parce que ça, c'est quelque chose que je pense, au moins plus que 30 ans, depuis l'accord en 1991, jamais été demandé auparavant, à ma connaissance. Puis je laisserai la réponse à mes collègues aussi s'ils veulent ajouter quelque chose. Si vous permettez, au niveau économique, au niveau des régions, je peux comprendre qu'en planifiant avec les régions, ce qui m'apparaît essentiel, une industrie peut nous dire on a besoin de tant de travailleurs étrangers, tant de personnes avec qui, éventuellement, ils vont avoir la résidence permanente, etc. Ça, c'est une évaluation économique qui est faite. Mais avec le regroupement familial, c'est comme si on mettait des barrières sur l'amour. La vie personnelle. Oui, allez-y, je vous en prie. Donc, moi, je poserai la question, c'est quoi le problème qu'on est en train de régler avec un quota sur les conjoints, les parrainages? Je ne vois pas le problème qui est en train d'être réglé. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, au niveau, sur un plan légal, l'entente entre le fédéral et le Québec, c'est une entente, c'est de consulter le Québec. Le fédéral consulte le Québec, donc c'est le CSQ qui est émis, c'est une consultation, ce n'est pas une obligation légale pour le fédéral d'accepter cette consultation. Donc, c'est comme si le Québec, en disant on ne va plus prendre de décision par rapport à ses parrainages, ses engagements, CSQ, ça laisse la porte grande ouverte pour le fédéral de prendre des décisions sans le Québec. C'est comme si le Québec se retire carrément du programme du recrutement familial. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, avec mes clients, quand j'ai aujourd'hui un couple qui se présente et disent « Écoutez, je veux parrainer ma conjointe », qu'est-ce que je leur dis? Je leur explique ce qui se passe au Québec.
Et je leur dis, quand ils vont recevoir la lettre du fédéral leur disant, parce que le fédéral n'a pas arrêté de traiter les demandes de parrainage. Il continue à recevoir les demandes de parrainage de la part de Québécois. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ce couple, quand ils reçoivent la lettre du fédéral disant, OK, on est au stade où on veut que vous entamez le processus pour faire votre demande d'engagement et obtenir un CSQ. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, c'est quoi la réponse? Vous renvoyez la lettre au fédéral avec une explication pour expliquer, voilà la situation. On vous demande de continuer à traiter la demande sans CSQ et sans engagement. Il n'y a aucune raison légale pour ne pas traiter la demande. C'est faute du Québec qu'on ne peut pas obtenir l'engagement. Et donc, maintenant, c'est à la discrétion du fédéral d'accepter ou non de traiter la demande. Donc, est-ce que le Québec veut jouer dans le carré de sable ou non? Merci beaucoup. C'est ce qui conclut cette autre partie de discussion. Mais on termine avec le porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour 4 minutes 18 secondes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Messieurs. Je suis très content de vous entendre. Écoutez, je vais sortir un peu de l'objet de la consultation là, pour un problème qui est grave là, et qui vous concerne aussi. Vous savez, je suis député de Villers par extension, parce qu'il y a une grande masse de gens à statut migratoire très précaire, de toutes sortes. Et on fait face à une problématique grave, c'est les faux consultants ou les faux avocats qui extorquent des milliers de dollars à des pauvres gens, très pauvres déjà, qui sont désespérés avec des fausses promesses. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrer ces phénomènes-là? Parfait. Je vous donne les 4 minutes qui me restent. OK. Donc, on va. Le sujet est extrêmement important. L'ACPI a commencé une campagne il y a quelques mois à travers tout le pays et on demande l'aide du gouvernement du Québec ainsi que Immigration Québec. Le but, c'est de mettre chacune de ces personnes-là ou chaque groupe de personnes, parce que c'est souvent plus qu'une personne, dans un plan où on dépasse ce qu'on appelle la publicité. Parce qu'auparavant, là, pendant les 10 dernières années, on a toujours dit « Oh, il faut informer le client ». Mais on va maintenant aller de l'avant. On va aller dans chaque dossier, déposer une demande. On a demandé à l'agence frontalière de services frontaliers, excusez-moi, du Canada, de mettre en place une unité simplement pour ces gens-là. Le Collège des consultants en immigration a déjà en place une mesure que nous allons utiliser et on vous demande, à travers vous et d'autres députés de l'Assemblée, de nous faire parvenir chacun des cas que vous aurez parce que nous voulons prendre ça cas par cas et déposer des demandes pour arriver au procureur parce que, comme vous le savez, dans le Code criminel du Canada, la représentation en immigration sans être membre du collège ou membre d'un barreau provincial est une offense criminelle. Donc, nous prenons ça très au sérieux depuis quelque temps et on a dépassé l'étape juste d'aviser, mais on prend des actions là-dessus et on vous demande, tous parlementaires, de faire partie de ces décisions qu'on prend. Fondamentalement, vous dites on va poursuivre 100%. ces bandits-là. Absolument. Et la question, parce que vous dites on va s'adresser à l'Agence de services frontaliers, c'est fédéral. Est-ce que le ministère de l'Immigration du Québec aurait un rôle à jouer dans cette problématique-là? Absolument, parce que le ministère de l'Immigration du Québec a aussi sous son... il chapeaute aussi les consultants qui sont dans le registre. Pardon? Et quand vous déposez une demande d'immigration, il faut que sur ces demandes-là, le gouvernement du Québec augmente ou fasse des points plus pointus en ce qui concerne est-ce que vous avez été représenté, est-ce que quelqu'un vous a aidé à faire la demande? Et il faut que le fardeau
soit sur la personne qui a déposé la demande. Parce que si quelqu'un l'a aidé, elle devrait avoir une obligation de le mentionner. Une fois le mentionnant à ce point-là, ils peuvent collaborer avec soit des associations comme nous, soit avec l'Agence des services frontaliers canadiens ou le collège pour leur donner le nom de cette personne ainsi que les détails. Parce que c'est la seule façon où on pourrait poursuivre ces gens-là en justice. Merci beaucoup. C'est ce qui... nous donnait des... il y a eu des demandes d'accès à l'information, mais qui nous donnaient des renseignements clairs sur le nombre de gens qui ont été représentés par nos membres ou par des consultants enregistrés, c'est-à-dire, et ça nous permettrait de voir... On n'a jamais été capable d'avoir cette réponse-là du ministère. Merci beaucoup. C'est ce qui termine cette audience. Nous avons pris connaissance de toutes vos recommandations. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec nous. Je vais suspendre le temps de recevoir le prochain groupe.